bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue à cette édition de l'information du soir sur la télévision du Monde. Une édition que nous ouvrons par cette actualité particulièrement triste à Kumba, dans le sud-ouest du Cameroun. Des hommes sans foi ni loi, probablement les rebelles de la sécession de l'État virtuel de l'Ambazonie, ont fait éruption dans un établissement scolaire. Ils ont sémé panique, désolation, mort. Les morts se comptent par dizaines sur cette partie de la ville de Kumba, dans la région du sud-ouest du Cameroun. Des blessés également sont enregistrés. Les autorités administratives et les forces de maintien sont descendues sur le terrain, mais dans la localité de Kumba, deuxième, c'est la désolation totale. Les populations sont dans les pleurs. Émoi et consternation à Kumba, deuxième, dans le sud-ouest du Cameroun. Dans les premières heures de ce samedi, des scènes d'horreur sont découvertes au Moda Francisca International Bilingual Academy, Bamileke Street, Fiango, à Kumba 2e. Des salles de classe vides et complètement saccagées, des mares de sang en n'en plus finir dans différentes salles de classe. Mais surtout, le plus horrible, des cadavres des jeunes enfants découpés, décapités, mutilés à la machette et laissés au vu et au su de la population meurtrie et pleurée et aujourd'hui à pleurer. Des scènes de barbarie qui rappellent la tragédie de Florence Ayafor ou encore de la jeune Toumassan, vivement condamnée ici par ses parents d'enfants tués, mais surtout l'autorité administrative descendue sur le terrain. J'ai envie de vous dire, vous-même vous avez vu cette barbarie. Je vous appelle, s'il vous plaît, population, à dénoncer ces malfrats, ces bandits, ces tueurs. J'ai envie de me positionner en vengeur de ces enfants qui ont ainsi été lâchement abattus, assassinés par ceux que vous protégez. Ne les protégez plus. Livrez-les aux forces de défense pour ainsi honorer la mémoire de vos enfants qui ont été lâchement assassinés. Des gens sans foi ni loi ne peuvent pas tuer nos enfants qui ont choisi d'aller s'inscrire. S'éduquer, ça est un non-sens. S'il vous plaît, prenons nos responsabilités, assumons-les et mettons un terme définitif à ce style de massacre. Les enfants ne peuvent pas être tués parce qu'ils ont choisi d'aller à l'école. C'est un non-sens. Alors défendons-nous, défendons nos enfants, défendons notre patrie. Il y va de l'éducation de nos enfants. Que s'est-il réellement passé au Moda Francisca International Bilingual Academy à Bamileke Street, Fiango, Kumba 2e? La question est sur toutes les lèvres, même si un doigt accusateur est pointé aux rebelles ambazoniens réputés pour de pareils actes. Ce massacre est un acte de terrorisme, de barbarie, d'inhumanité. Ce qui s'est produit à Kumba est inacceptable, est condamnable avec la dernière énergie. Cela ne se fait pas dans une guerre normale. Entrer dans une salle de classe et décapiter les enfants sans tenir compte de quoi que ce soit. Où est donc passée notre humanité? Mais nous osons croire que ceux qui ont commis ce crime, ce massacre, seront punis. Ils seront davantage punis par le Seigneur et nous prenons l'engagement ferme de mener les investigations pour savoir qui est derrière ces actes et les faire condamner. Il est inadmissible ce genre de barbarie. Même si pour l'heure, le bilan des enfants tués est loin d'être effectif, les éléments de force de défense et de sécurité déployés sur le terrain entendent ratisser l'âge pour traquer jusque dans leur dernier retranchement les auteurs de ces actes qui plongent les populations dans une forte insécurité et qui mettent en mal l'année scolaire 2020-2021 qui avait pourtant pris sa vitesse de croisière dans le sud-ouest et le nord-ouest du Cameroun.
Des condoléances adressées aux familles de ces enfants victimes de cette barbarie, probablement des éléments de la rébellion sécessionniste qui sévissent dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Ils sont d'ailleurs pointés du doigt par l'ensemble des populations dans cette partie de combat deuxième où des enfants qui ne demandaient qu'à apprendre et à recevoir le savoir ont été décapités, découpés à la machette. Certainement une autre affaire sur laquelle nous aurons à y revenir dans nos prochaines éditions de l'information, mais également de débats télévisés sur la télévision du monde. Autre actualité, par contre, là, c'est une paix retrouvée dans le milieu du transport terrestre par marchandises. Là-bas, les deux syndicats qui s'opposaient depuis plusieurs années ont finalement fumé le calumet de la paix. Une bonne nouvelle pour ce secteur d'activité qui, par ailleurs, connaît quelques soubresauts. Reportage. Fini la guerre de clans et de leadership entre les deux grands syndicats du secteur du transport terrestre par camion au Cameroun. Après plusieurs années de batailles rangées, les deux syndicats ont fumé le calumet de la paix. Et aujourd'hui, il a vu qu'il doit revenir dans sa grande maison, travailler avec sa grande maison. Et je lui dis merci. Je lui dis merci parce qu'il a souci pour la protection des transporteurs et il voit qu'avec ça, avec le SNTRC, plus la plateforme, on aura une force syndicale. Autour de la même table, il est désormais question de défendre sereinement les intérêts des transporteurs, camionneurs et autres acteurs de la filière. Nous avons accepté d'aller ensemble pour faire le combat de la stabilisation du prix du transport. Parce que c'est de ça qu'il est question. Il n'y a pas un franc qui va s'augmenter sur le prix du transport. Nous allons juste appliquer le prix d'antan et que pour nous, que le transporteur retrouve le sourire d'antan qu'il a toujours eu dans le temps. Une paix des braves retrouvée, synonyme de nouvelles perspectives également pour l'avenir. Tout d'abord à l'intérieur du Cameroun, mais bien au-delà, autour du corridor Douala-Bangui-N'Djamena. Ce qui est sûr, à l'heure où nous sommes, aucun transporteur digne de ce nom ne peut investir et rentabiliser ses investissements au travers de ce que nous constatons aujourd'hui, de ce que nous avons aujourd'hui comme recette. Ce n'est pas possible. Et par conséquent, s'il n'y a pas de recette, il n'y aura pas non plus paiement des impôts et taxes qui s'y greffent. Donc nous avons intérêt à restaurer la sérénité dans le secteur du transport au niveau de notre sous-région. Certes, il est clair et établi qu'il y a de faux frais qui gangrènent la profession. Il est clairement établi aussi que le coût du transport reste et demeure malheureusement toujours un peu plus élevé au niveau de notre sous-région. D'où l'interpellation du Doing Business au regard du fait qu'il y a plusieurs faux frais et plusieurs entraves sur la fluidité du trafic. Faisant le dicton selon lequel l'union fait la force, les transporteurs terrestres par camion entendent, à travers cette paix retrouvée, renforcer le lien de collaboration pour ne porter désormais qu'une seule voix face au pouvoir public. Nous parlons toujours d'économie et de cette bonne nouvelle pour l'État du Cameroun. L'unification des comptes bancaires de l'État est désormais possible à travers la création d'un compte unique du Trésor qui vient améliorer la coordination des politiques budgétaires et monétaires de l'État du Cameroun et même de la sous-région CEMAC, Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Comment ça marche? Tentative de réponse, Patrick Ngoyang, Patrice Foucault. Le compte unique du Trésor est un outil essentiel de consolidation et de gestion permanente de la trésorerie de l'État. Cette nouvelle donne, créée en 2007, revue et corrigée, vient résoudre l'épineux problème de la non-maîtrise par l'État de l'effectivité de ses liquidités. Donc il est question maintenant de mettre tout cet argent dans un compte unique au niveau de la BIAC, tel que prévu par les directives de la CEMAC et le régime financier de l'État qui a été voté et promulgué en 2018. La création d'un compte unique du Trésor
vise également à assurer une meilleure adéquation avec la mise en œuvre de la politique monétaire. La caravane de sensibilisation sur la réforme du compte unique du Trésor visait tout simplement à édifier les uns et les autres sur la valeur ajoutée que peut apporter la centralisation de toute la liquidité publique dans un grand compte qui serait ouvert au niveau du Trésor public. Aujourd'hui, nous avons de la liquidité des entités publiques qui est oisive au niveau du secteur bancaire, alors que parallèlement, face à divers engagements qu'il doit honorer dans le court terme, le Trésor public ne peut pas le faire, tout simplement faute pour lui de disposer de cette liquidité-là. Par ailleurs, ce compte unique du Trésor permettra surtout d'avoir une information complète et en temps utile sur les avoirs liquides de l'État. La seule chose que nous demandons, c'est qu'on fasse des budgets réalistes pour qu'il y ait de la liquidité. S'il y a de la liquidité, les communes vont fonctionner. Notre banque, qui est le FECOM, aura de quoi répondre à nos sollicitations, parce que le FECOM est la banque des communes et c'est le FECOM qui finance nos projets. L'assurance que nous avons, c'est que ce compte unique de trésor va être logé à la BEAC. Donc, ce qui suppose qu'il s'agit tout simplement d'un transfert. L'avantage aussi qu'on a, c'est qu'on ne paye plus, on n'aura plus des agios prélevés et que la masse, la trésorerie générale va suppléer, va aider les collègues qui sont dans des zones qui ne sont pas suffisamment arrosées. C'est donc une nouvelle pierre qui est en train d'être érigée pour la consolidation du processus de décentralisation qui se peaufine sereinement. Nous nous intéressons aux collectivités territoriales décentralisées. Nous mettons le cap à Bafoussam, dans la région de l'ouest du Cameroun, où il a été question d'une réunion de concertation entre le maire de la ville et les chefs de quartier de développement harmonieux de la ville de Bafoussam était le cœur de la dite concertation qui a par ailleurs qui s'est tenue précisément dans la salle des délibérations de la communauté urbaine de Bafoussam. Les chefs de quartier ont tenu la dragée haute posant diverses problématiques au premier magistrat municipal de Bafoussam. Réunis autour d'une même table, le maire de la ville, Roger Tafam, et les chefs du quartier de la ville de Bafoussam ont exploré des pistes de développement harmonieux dans un esprit participatif de la ville. Siège des institutions de la région de l'Ouest. La soixantaine des chefs du quartier ont été édifiés sur la vision du tout premier maire de la ville de Bafoussam pour sa modernisation. Considérant que les chefs du quartier constituent un maillon essentiel dans le développement d'une ville, le premier magistrat de la ville de Bafoussam les invite à réactiver ou créer des comités de vigilance ainsi que des comités de développement dans leurs quartiers respectifs tout en tenant compte de la composition sociologique. En prélude au concours d'hygiène et salubrité, Roger Tafam exhorte les chefs des quartiers à redynamiser les campagnes d'hygiène et de salubrité et invite les populations de la ville à respecter le jeudi de citoyenneté. Aussi, les chefs du quartier devront identifier toutes les zones à risque de manière à permettre à la communauté urbaine de dresser une cartographie sur ces zones à risque et à entreprendre des actions concrètes pour éviter une éventuelle catastrophe. Face au relâchement des mesures barrières contre la pandémie Corona, le maire de la ville de Bafoussam invite les chefs de quartier à accentuer la sensibilisation auprès des populations pour le respect des mesures contre la propagation du coronavirus. Depuis notre élection, à cause de la pandémie, nous n'avions pas encore fait une réunion de rencontre avec eux. C'est ce qui a été fait aujourd'hui. L'objectif était donc cette prise de contact avec les différents chefs de quartier qui sont les principaux acteurs dans l'encadrement des populations. Quels sont les principaux points que vous avez abordés au cours de cette rencontre? Oui, nous avons essayé de leur brosser ce qui a été fait déjà depuis notre arrivée et de leur présenter notre vision de la ville. Nous voudrons une ville de Bafoussam propre et nous savons qu'ils sont les premiers maillons dans le cadre de la sensibilisation, tant pour la lutte contre le désordre urbain que pour le déguerpissement des zones à risque, ainsi de suite. Au terme des échanges, ce sont des chefs de quartier satisfaits qui s'engagent à œuvrer pour le développement de la ville. Le maire met à la disposition des chefs de quartier les engins pour le reprofilage des routes pendant la saison sèche.
Et ils demandent aux chefs de quartier de juste apporter leur contribution en carburant. Et je trouve cela très important pour le développement des quartiers de la ville de Bafoussam. Par rapport aux zones à risque dans la ville de Bafoussam, il a chargé les chefs de quartier d'essayer de dénombrer les quartiers où il y a ces zones et qu'il met une équipe pour effectuer des descentes sur le terrain afin d'évaluer les travaux ou bien la casse à faire. Et vraiment c'est salutaire pour le développement de la ville de Bafoussam. A noter qu'une concertation entre le maire et les chefs de quartier se tiendra désormais de façon trimestrielle dans le but d'évaluer les actions menées et définir de nouvelles stratégies pour que la ville de Bafoussam soit effectivement sur la route de la modernité. Il a été également question de la lutte contre la pandémie Covid-19 dans la capitale économique du Cameroun, Douala, autour du maire de la ville, Dr Roger Mbassandine, le maire des communes d'arrondissement, à l'effet d'évaluer, mais aussi d'apporter une nouvelle stratégie de lutte contre le nouveau coronavirus. Reportage. De bons points pour la ville de Douala, engagée résolument dans la riposte à la pandémie Covid-19. Avec un taux de séroprévalence à la baisse, bien que le constat est celui du non-respect des mesures barrières, notamment le port du masque, la pandémie Covid-19 est en elle recul dans la capitale économique du Cameroun, Douala. Et ceci est rendu possible grâce à la méthodologie dissuasive mise en place par la ville de Douala. Notre objectif est d'assurer une gestion efficace de la ville de Douala. Et nous avons besoin les uns des autres. C'est pour ça que nous nous réunissons régulièrement pour discuter de divers problèmes qui concernent la ville. Pour cette réunion-ci, nous avons fait le point sur l'épidémie du Covid. Le cap que nous mettons aujourd'hui, c'est d'assurer une année scolaire sans Covid. Dans tous les établissements de la ville de Douala, nous voulons que les équipements et les bonnes habitudes qu'on a prises dans la lutte contre le Covid, que tout cela soit maintenu. Pourtant, malgré ces bons résultats, la ville n'est pas épargnée face au retour et à la résurgence d'une nouvelle forme du coronavirus qui a déjà fait de nombreux dégâts à l'international. Il est donc question de redoubler de vigilance et de maintenir la pression auprès des populations à l'occasion du matériel de riposte constitué principalement du dispositif de lavage de mains est remis solennellement aux maires des communes d'arrondissement. Donc nous allons procéder à la distribution encore d'un certain nombre d'équipements pour renforcer les mesures barrières dans tous les établissements scolaires. Respecter les mesures barrières, à savoir la distanciation sociale, le lavage systématique des mains à l'eau coulante et du savon, mais surtout le port du masque restent les moyens les plus efficaces pour barrer la voie à la propagation du nouveau coronavirus. Nous parlons toujours de santé. Ce 24 octobre 2020, journée mondiale de lutte contre la poliomyélite. Cette maladie infantile est la principale cause de handicap en Afrique. Quelles en sont les causes et comment l'éviter? Tentative de réponse, Patrick Moignon. La poliomyélite, également appelée paralysie spinale infantile ou simplement polio, est une maladie infectieuse aiguë et contagieuse, spécifiquement humaine, causée par le poliovirus sauvage. Elle envahit le système nerveux et peut entraîner une paralysie, voire la mort en quelques heures. Le poliovirus sauvage, PVS, pénètre dans l'organisme par la bouche, dans l'eau ou les aliments qui ont été contaminés par les matières fécales d'un sujet infecté. Le virus se multiplie dans les intestins et il est excrété dans les selles du sujet infecté, par lesquels il peut se transmettre de nouveau. Les premiers symptômes de la polio sont la fièvre, la fatigue, des céphalées, des vomissements, une raideur dans la nuque, des douleurs dans les membres. La poliomyélite touche principalement les enfants de moins de 5 ans. Une infection sur 200 se solde par une paralysie irréversible des jambes en général. Parmi les sujets paralysés, 5 à 10% meurent lorsque leurs muscles respiratoires cesse de fonctionner. Il n'y a pas de traitement contre la poliomyélite. Il est simplement possible de la prévenir par la vaccination. Il existe un vaccin sûr et efficace, le vaccin antipoliomyélitique oral, VPO. Le VPO
est un outil essentiel pour protéger les enfants contre la poliomyélite. Administré à plusieurs reprises, il leur confère une protection à vie. Et puis il faut le rappeler, une vaste campagne de prévention et de lutte contre la poliomyélite vient d'être menée à travers le Cameroun, conjointement avec d'autres pays où sévit cette maladie, avec bien évidemment la contribution des partenaires au développement dans le cadre de la lutte contre la poliomyélite. Nous parlons également de politique et de ces concertations qui se poursuivent entre les chefs traditionnels Sawa et les acteurs politiques. Ce samedi, l'Union démocratique du Cameroun était sur la table du débat. La question de la préservation de la chefferie traditionnelle a une fois de plus été évoquée. Reportage. L'Union démocratique du Cameroun, UDC, en concertation avec l'Association des chefs traditionnels des villages Sawa du Vouri. Une nouvelle concertation avec les plus hauts cadres de l'UDC qui fait suite à celle déjà menée avec notamment l'UNDP, le PCRN, le SDF et l'Union des populations du Cameroun, UPC, pour un consensus autour des questions nationales. Il faut revoir la loi en ce qui concerne les chefferies traditionnelles pour une cohésion sociale et pour une harmonie dans notre société. Nous pensons que les chefs représentent plus. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une chambre des chefs traditionnels dans chacune de nos régions et c'est pour ça que nous protégeons. À l'Union démocratique du Cameroun, les chefs sont des patrimoines culturels parce qu'ils incarnent en même temps ce que nous avons comme matériel et immatériel et nous devons protéger toutes ces valeurs qu'ils véhiculent en même temps que nous disons que chaque population aujourd'hui, chaque citoyen est gardienne de ses traditions. Pour l'association des chefs traditionnels Sawa du Vouri, cette concertation était importante à plus d'un titre au regard de la tension perceptible dans l'environnement politique depuis quelques années. Donc nous pensons que cette rencontre, de notre point de vue des chefs traditionnels du Vouri, a été positive. Nous nous sommes engagés à continuer à maintenir un contact permanent parce qu'il faut que les Camerounais se parlent. Nous, les chefs, nous devons continuer à amplifier notre rôle d'autorité morale. Nous devons être ouverts à toutes les sensibilités, échanger, comprendre et faire en sorte que nous avancions ensemble. Au-delà de détendre le climat socio-politique, il est aussi question pour les acteurs politiques et les chefs traditionnels Sawa du Vouri de poser les jalons d'un compromis social à même de mettre les fils et filles du Cameroun du nord au sud, de l'est à l'ouest, sur la dynamique d'un Cameroun indivisible, fort et prospère. Nous parlons de sport et nous mettons le cap à Yaoundé, dans la capitale politique du Cameroun, où il faut le dire, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Moelle-Kombi, le gouverneur de la région du centre, Nassiri Paul Béa, viennent d'effectuer une visite d'inspection du complexe sportif d'Olembe. Ceci rentre dans le cadre des préparatifs du CHAN 2021. Retour sur cette descente sur le terrain dans ce reportage. Le complexe sportif d'Olembe sera une icône avant-gardiste et universelle. Depuis le début des travaux, une spectaculaire transformation est à l'œuvre. Quelques-uns de ces changements se trouvent dans le stade annexe A et B d'une capacité de 1500 places quasi près. Nous n'excluons pas la possibilité d'offrir supplémentairement dans le package que nous voulons présenter à la CAF, sous réserve de certains ajustements complémentaires, d'offrir ces deux aires des jeux qui sont, du point de vue des composantes essentielles, prêtes et fonctionnelles, de les offrir en appui à celles dont nous devons déjà disposer, à celles dont nous disposons déjà, en tenant compte bien sûr des difficultés que nous avons rencontrées après le démantèlement du dispositif anti-Covid au stade militaire. Ici, rien n'a été laissé au hasard, tout ayant été conçu et réalisé conformément aux standards internationaux. Seuls les travaux de finition sont en cours d'exécution. Les bâtiments ils sont prêts, la grille de sécurité elle est presque tout en place. L'aire de jeu est presque finie, il y a la maintenance
normale qui est en train de se faire. On a installé les mâts d'éclairage, on est en train de construire les bâtiments techniques, comme ça on peut installer les tableaux électriques et faire la connexion finale. Le travail principal qui reste, c'est la piste d'athlétisme chez Annexe A et 2 et B. Mais ça va. Ici, l'on parle essentiellement football. Bientôt, les supporters pourront venir y vivre des expériences inoubliables. Nous parlons de la Guinée-Conakry hors de nos frontières et notamment des résultats de la présidentielle de dimanche dernier. Le président sortant, Alpha Condé, a été réélu avec une forte majorité à lui exprimer par son peuple. Retour sur cette élection dans ce reportage. C'était un moment attendu par les Guinéens. Après des jours d'attente, la commission électorale a fini par donner ses résultats, toujours provisoires. Le candidat, professeur Alpha Condé, Arc-en-Ciel, LPG Arc-en-Ciel, est déclaré élu au premier tour du scrutin présidentiel avec 59,49. C'est donc une large réélection pour Alpha Condé qui a fait la joie de ses supporters. À 82 ans, le président guinéen devrait débuter son 3e mandat. Pas de quoi satisfaire l'opposition et son candidat, Cellou Dalein Diallo. Ce dernier ne reconnaît pas les résultats et a annoncé vouloir les contester. Nous allons protester contre ce hold-up électoral par la rue et nous allons quand même, nous sommes en train de constituer des dossiers très difficilement puisque nos locaux sont occupés, on n'a pas accès à nos documents, mais nous allons quand même saisir la Cour constitutionnelle sans se faire trop d'illusions. Il aura donc fallu presque une semaine pour connaître les résultats de l'élection, des résultats contestés dès le soir du scrutin. Dans les jours qui ont suivi, une vague de violence a secoué le pays. Partisans de l'opposition et forces de l'ordre se sont affrontés notamment dans la capitale Conakry, violence qui aurait fait des dizaines de morts. Et puis toujours à l'international, mais cette fois-ci aux États-Unis d'Amérique, nous nous intéressons toujours à une présidentielle. Celle-ci est prévue en novembre prochain. Plus de 50 millions d'électeurs américains se sont déjà rendus aux urnes. Jay Rodriguez est arrivé à Orlando, en Floride, il y a 20 ans. Fervent républicain, il estime que sa communauté doit beaucoup au président des États-Unis. En septembre dernier, Donald Trump a alloué une aide supplémentaire de 13 milliards de dollars pour la reconstruction de Porto Rico. L'île a été dévastée en 2017 par un ouragan. El presidente Trump nos ha dado asignaciones millonarias para ayudar a la reconstrucción de las ciudades más afectadas por los temblores y por los abates de María y de los otros huracanes. Bien qu'ils bénéficient de la nationalité américaine, les portoricains installés sur ce territoire au statut spécial d'État libre associé ne peuvent pas voter. Mais ceux qui vivent aux États-Unis le peuvent, à l'exemple de Jomar. Il espère du changement. Que hayan ayudas para nosotros los latinos. Por ejemplo, los puertorriqueños como yo, queremos que se nos ayude como ciudadanos americanos. Jomar fait partie des 135 000 portoricains qui sont arrivés dans la région d'Orlando après l'ouragan Maria en 2017. Beaucoup sont déjà revenus sur l'île et il est difficile d'estimer l'impact de cette communauté sur les élections. Históricamente, los votantes puertorriqueños han votado el 60% por los demócratas, el 40% por los republicanos. Ambas facciones en este momento están muy entusiasmadas. En Floride, les portoricains représentent 31% de l'électorat latino. Dans cet état clé où chaque voix compte, leur vote pourrait être déterminant. Madame, juste avec ce reportage que nous mettons un terme à cette édition de l'information sur la télévision du monde. Merci surtout de l'avoir suivi. Restez en compagnie de programmes qui se poursuivent. Bon samedi à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.